Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette rencontre texto. Et évidemment, merci à vous, Clémentine Beauvais, d'avoir accepté de venir nous parler de votre travail. Vous êtes autrice, traductrice et enseignante-chercheuse à l'Université de York, en Angleterre. Vous avez un parcours d'écriture de plus de 10 ans, avec une riche bibliographie, et qui, en plus, explore des genres bien différents, l'album, le roman jeunesse, le roman adolescent et même un roman adulte. Certains ont gagné des prix, comme Les Petites Reines, aux éditions Sarbacane, qui a obtenu le prix Sorcière en 2016, et qui d'ailleurs vient d'être adapté en bande dessinée par l'illustratrice Magali Lehuche, sortie également aux éditions Sarbacane. C'est une maison d'édition avec laquelle vous avez beaucoup travaillé, mais c'est pas la seule. Vous avez aussi publié chez Nathan, Talent Haut ou Gallimard Jeunesse, qui est l'éditeur de votre dernier livre, paru le 27 avril, Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture. C'est un livre un peu hybride entre l'essai théorique et la méthode pratique, avec une foule d'anecdotes personnelles. Et ça soulève surtout plein de questions sur la littérature jeunesse, et donc c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. Donc pour commencer et pour donner un petit aperçu à tout le monde, on avait envie de vous en lire un court extrait, ce qu'Arénie va faire tout de suite. Donc on va commencer avec le début, donc l'avant-propos qui s'appelle « Petit briefing avant de quitter la ruche ». Le parti pris de ce livre tient en une phrase. Apprendre à lire la littérature jeunesse peut aider à l'écrire. Aider seulement. Parce que bien sûr, ce n'est pas tout. Mais apprendre cela, ce n'est pas rien. Oui, je vous entends murmurer que, merci bien, vous lisez déjà nickel. D'ailleurs, vous venez de terminer un gros Zola et vous avez compris tous les mots, bravo. Et la littérature jeunesse, c'est forcément plus facile. Disons 2,5 sur 10 sur l'échelle de Zola. Pourtant, non. Ce n'est pas parce qu'on est une excellente lectrice de littérature adulte qu'on est une excellente lectrice de littérature jeunesse. Certes, on est capable, et encore, d'en déchiffrer les textes, mais rien ne garantit qu'on en comprenne la mécanique, qu'on en apprécie pleinement le style, qu'on en saisisse les enjeux, qu'on en éprouve la complexité. En bref, on ne naît pas lectrice de littérature jeunesse, on le devient. Merci, Rémi. Dans cet extrait, c'est le tout début du livre, et c'est aussi notre point de départ à nous pour discuter de votre vision de la littérature jeunesse. Et on peut peut-être commencer par pourquoi vous avez ressenti le besoin d'écrire ce livre. Est-ce que c'était une question de légitimité ou montrer l'importance de la littérature jeunesse, combler un manque aussi sur le sujet, parce que c'est un livre un peu étonnant, et aussi étonnant par rapport à ce que vous avez écrit jusqu'à présent. Donc, quelle est l'envie derrière cet écrit ? Merci beaucoup déjà pour cette introduction et pour la lecture. Il est venu de plusieurs endroits, ce livre. En réalité, ça remonte à très longtemps, parce que même avant de publier des livres jeunesse, j'étais en master de littérature jeunesse et je faisais déjà sur mon blog des tas d'articles sur la théorie de la littérature jeunesse, de ce que j'apprenais littéralement en cours et au jour le jour en faisant un master de littérature jeunesse, puis un doctorat. Et tout de suite, ça m'avait énormément saisi l'intérêt qu'il y avait, la curiosité intellectuelle qu'il y avait pour ce genre d'articles, de blogs, sur des points théoriques parfois très complexes, notamment sur la relation entre entité adulte et enfantine dans le livre jeunesse, etc. Donc ça fait bien plus de 10 ans que je m'apercevais qu'il y avait vraiment une curiosité de la part de plein de gens, des professionnels de la littérature jeunesse, mais aussi des parents, etc. Mais en fait, la théorie de la littérature jeunesse, elle est très très peu connue du grand public. Les gens même trouvent ça ridicule ou rigolo de penser qu'il y a même une théorie de la littérature jeunesse, alors qu'elle est extrêmement établie. Et donc voilà, donc je savais qu'il y avait un appétit pour cette approche non-fictionnelle ou d'essai de la littérature jeunesse. Et en plus, ça faisait des années, évidemment, en tant qu'autrice de littérature jeunesse, que je recevais beaucoup d'emails sur des aspects beaucoup plus pratiques. Quels conseils donneriez-vous à des écrivains débutants ? Comment on se fait publier, etc., etc. Et alors, parfois, je mettais encore des billets sur mon blog en disant, voilà, comment on fait, puis je renvoyais les gens à ça. Mais je me suis dit, il y a vraiment besoin d'un livre qui soit au croisement de ça, parce que moi, je crois énormément qu'il faut mieux connaître la littérature jeunesse pour mieux l'écrire, c'est le début du livre. Et donc, un livre qui soit comme ça, hybride, de cette manière-là, qui est à la fois de la théorie et de la critique de la littérature jeunesse, et des conseils d'écriture. C'était un peu une manière aussi de dire allez lire mon livre, comme ça vous saurez la réponse de ce que je pourrais vous dire. Et en parlant avec l'éditeur de Gallimard, Thierry Laroche,
on a décidé de se lancer dans ce bouquin-là. Je pense qu'il ne s'attendait pas trop à ce que ça soit aussi gigantesque quand même. Et encore, il a perdu à peu près un tiers à l'éditorial, ce bouquin. C'était vraiment un énorme chantier, mais c'est venu de tous ces endroits différents. Et dans votre livre, vous abordez la question très importante en jeunesse du lectorat et de l'adaptabilité des contenus en fonction de l'âge, qui est un débat qui est encore très actuel, qui continue de faire beaucoup de bruit. Est-ce que vous pensez qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder à certains âges, ou est-ce que ce n'est pas finalement un biais d'adulte de penser qu'un enfant ne peut lire et comprendre que certaines choses ? En fait, le problème, c'est que bien sûr qu'il y a du biais d'adulte, mais ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, toute cette littérature est marquée par la présence de l'adulte et ce qu'il croit nécessaire. Et quand je dis l'adulte, c'est pas une personne, c'est vraiment une entité générale qui est partagée, une responsabilité adulte partagée dans toute la société de ce qu'on croit important pour les enfants. Moi, très honnêtement, pour moi, il y a des thèmes qui en fait sont pas forcément très intéressants pour des enfants. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'ai mise dans le livre d'Adèle Guerras, qui est une autrice anglaise, qui dit un enfant de 6 ans ne va pas s'intéresser, je sais plus ce qu'elle raconte, à des machinations dans des banques et à des manières de contourner le fisc, enfin j'invente ça. Par contre, un enfant de 6 ans est parfaitement capable de comprendre la haine, la jalousie, l'amour et toutes ces émotions fondamentales. Et je pense que moi c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont pas forcément fascinant ni même intéressant, déjà pour pas grand monde, mais alors surtout pas pour des enfants. Mais par contre, dès qu'on arrive dans des émotions qui sont partagées, qui sont fondamentales de ce type, en effet, il y a toujours un moyen, je pense, d'en parler en littérature jeunesse. Et en réalité, la littérature jeunesse, c'est vraiment un objet culturel, donc de toute façon, il est fait par ce qu'on en fait. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, et on voit bien que ces frontières sont constamment mouvantes, qu'il y a des nouvelles tranches d'âge entre guillemets qui émergent, qui existaient pas auparavant. Même la littérature ado est une invention vraiment très très récente. Donc rien ne nous empêche, nous en tant qu'adultes, quel que soit notre rôle, auteur, éditeur, éditrice, parent, professionnel du livre, etc., d'agir sur ce contenu pour en modifier les contours. Donc c'est constamment en recréation. Après, la question des tranches d'âge, elle est vraiment très compliquée, parce qu'en réalité, on comprend bien l'intérêt qu'on peut avoir à demander pour quelle tranche d'âge est tel ou tel livre. Et de fait, quand on est enfant, quand on découvre la littérature jeunesse, on découvre en même temps la lecture. Et ce double apprentissage, il est évidemment balisé par des tranches d'âge. On sait qu'en moyenne, la compréhension grapho-phonémique se fait à tel âge, que le principe alphabétique s'installe à tel âge. On sait qu'en moyenne, un enfant apprend à déchiffrer entre tel âge et tel âge. Donc c'est pas illogique de placer des barrières d'âge sur la littérature jeunesse. Mais dans le texte, en réalité, j'en parle assez peu. Je préfère réfléchir par genre littéraire ou par, disons, tranche littéraire. Donc il y a la littérature junior qui est caractérisée plus ou moins par tel ou tel contenu, style, forme, etc. Littérature ado qui est caractérisée plus ou moins comme ça. Et après, les enfants eux-mêmes, en fait, ils ont leur trajectoire très très aléatoire à travers ce champ littéraire. Mais sur cette question de l'âge, justement, c'est peut-être un équilibre un peu difficile à... Enfin, pas forcément difficile, je sais pas, mais difficile à trouver entre, quand on est adulte aussi, de savoir ce qu'on peut mentionner ou de quoi on peut parler dans les livres, par exemple. Enfin, dans vos livres, vous avez aussi beaucoup de références culturelles à plein de choses. Si on prend Âge tendre, par exemple, Françoise Hardy a quand même un rôle très important dans le livre. Vous parlez de Jacques Demy à un moment aussi, qui ne sont pas forcément des références évidentes pour des adolescents de 13-14 ans aujourd'hui. Et est-ce que... Enfin, c'est un équilibre à trouver quand même pour ne pas non plus perdre le lectorat et de se dire là il va comprendre, là peut-être pas. Est-ce que... Ouais, mais alors là vraiment j'ai aucun problème avec ça. Moi je pense que le problème de l'intertextualité et de la reconnaissance intertextuelle, c'est qu'on on est sous le coup d'une espèce d'illusion collective qu'il faut connaître la source quand on en rencontre la référence. Et moi je pense que c'est complètement l'inverse, et qu'en fait la plupart de nos expériences de lecture, la vaste majorité de nos expériences de lecture, on rencontre des références à des sources qu'on ne connaît pas. Et non seulement ça, mais en plus c'est le cas depuis qu'on est tout petit. Quand on réfléchit à nos premières expériences de lecture, une expérience d'un imagier par exemple est caractérisée par le fait qu'un bébé rencontre des références dont il ne connaît pas le référé. Un bébé qui voit sur un livre un truc avec un train avec écrit locomotive,
il est très probable qu'il a jamais vu de locomotive. Un imagier, ça sert à reconnaître dans le monde des choses dont on a vu la référence en littérature. Et en fait, quand on revient à ça, quand on revient à l'idée que la littérature jeunesse est caractérisée par la rencontre de références avant la source, eh ben on peut être beaucoup plus chill sur le fait de le faire. Moi, je pense qu'il y a cette grande incompréhension sur l'intertextualité qui crispe beaucoup de gens et qui disent mais ils vont pas comprendre. Ils comprennent très bien, on comprend très bien. Enfin, nous, ça fait partie de notre parcours de lecteur et de lectrice d'avoir lu Astérix chez les Bretons, et ils terminent toute leur phrase en disant, enfin ils commencent en disant jeudi, virgule, machin, machin. On comprend rien à ça quand on a 8 ans, mais on comprend que c'est très 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 marrant. Et bien plus tard, on va comprendre peut-être une fois que en anglais entre guillemets caricatural, on dit I say, do you think this is the case? Et là on dit ah c'est rigolo, c'est ce qu'il disait dans Astérix, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas aimé Astérix à cet âge-là, ça veut simplement dire que la bizarrerie de ce jeudi, virgule, était intégrée dans la fabrique du texte. Et pour moi ça c'est vraiment très important de pas se dire, comme j'ai entendu dire parfois, que les entre guillemets références intertextuelles, c'était, j'ai vraiment entendu ça, hein, de la confiture au cochon. C'est hallucinant, mais on entend ça très souvent, en fait, des gens qui disent vous écrivez un livre qui est une réécriture d'Eugène Onegin, vous ne trouvez pas que c'est de la confiture au cochon, si c'est pour les enfants? Et alors là, en plus, dans l'exemple que vous donnez à Stendre, tout le dispositif littéraire est fait justement pour que la découverte de Françoise Hardy par Valentin soit en même temps la découverte par le lecteur de Françoise Hardy. Valentin, il y a une scène entière qui dure très longtemps dans le texte, où Valentin, qui ne connaît pas du tout Françoise Hardy, va mettre un disque de Françoise Hardy, message personnel, et va plonger dans la beauté extraordinaire, éternelle et intemporelle qui est la musique de Françoise Hardy. Et à ce moment-là, il la découvre. Donc les lecteurs et les lectrices le découvrent en même temps. Ils ne sont pas obligés d'aller voir sur YouTube, mais ils auraient tout à fait raison de le faire, car après, ils deviennent comme les nombreuses personnes que j'ai vues à Montreuil ce week-end, qui viennent me voir en disant « Grâce à vous, j'ai écouté Françoise Hardy », ce qui est quand même la plus grande réussite au monde. Non, mais donc tout ça pour dire que moi, vraiment l'intertextualité, les expériences de reconnaissance intertextuelle a posteriori, pour moi, elles sont caractéristiques de notre éducation littéraire. C'est ça qui est génial d'ailleurs. Et entre autres de vos romans que vous avez écrits, vous avez aussi écrit énormément d'albums jeunesse. Donc on en a ici, hein, on pense à Ameline, la joueuse de flûte, ou encore à Boucle de pierre. Et dans ce cadre-là, vous êtes en collaboration avec des illustrateurs. Comment est-ce que se déroule cette collaboration? Est-ce que vous construisez l'histoire ensemble, ou finalement les rôles sont assez séparés? Vous écrivez et puis ensuite les illustrateurs arrivent et apposent un peu l'image sur le texte? En fait, il y a un peu tous les cas de figure. C'est-à-dire que, par exemple, pour Boucle de pierre, c'était une nouvelle que j'avais écrite, mais Max Ducos, l'illustrateur, l'a illustrée a posteriori, mais comme on est amis, on s'en parlait quand même pas mal. Il y a des cas où c'est complètement séparé. Par exemple, Anne Rouquette, ici, pour Lettre de mon hélicoptère, je ne l'ai pas rencontrée et c'est vraiment passé par l'éditrice. Et puis, il y a des cas où on a vraiment écrit, enfin, plus ou moins décidé de l'histoire ensemble, comme par exemple Les Esprits de l'escalier avec Gérald Gerlet, qui est un ami à moi, et on avait décidé qu'on voulait écrire une histoire qui se passe dans un escalier, et voilà, on a un peu imaginé tout ça ensemble, et c'était beaucoup plus en collaboration. J'ai même eu un cas un peu étrange où Sarbacane m'a demandé de regarder le portfolio d'une illustratrice qu'ils aimaient beaucoup, qui s'appelle Maisie Paradise Shearing, et de lui inventer une histoire qui colle à son style et à ses sujets de prédilection. Et c'est comme ça que j'ai fait Va jouer avec le petit garçon. On a fait ça ensemble, mais c'était en s'inspirant de son portfolio à elle. Il y a vraiment tous les cas de figure pour l'album. Mais justement, vous avez une bibliographie très riche, comme on dit dans l'introduction, et aussi très différente. Il y a donc ces albums qui ont été construits même séparément, aucun n'est construit pareil. Et puis, il y a tous vos livres aussi, avec un travail stylistique très différent, que ce soit dans Âge tendre, où il y a cette forme rapport de stage, journal intime. Il y a aussi Songer à la douceur, comme je parlais tout à l'heure, qui est écrit en vers. Les Facétieuses, qui est une forme de fausse autobiographie. Et est-ce que aussi, tous ces livres, c'est une manière de montrer qu'on peut s'amuser très librement avec la littérature jeunesse, qu'elle est aussi riche que celle adulte et que...
Ouais, et puis il y a une citation d'ailleurs dans le livre Écrire comme une abeille de Pullman qui dit il y a des thèmes qui sont trop grands, trop vastes pour être abordés par la littérature adulte, il n'y a que la littérature jeunesse qui peut le faire. Et en fait, moi je crois assez à ça en réalité, et je pense que, en tout cas moi la recherche formelle c'est hyper important pour moi, ça m'intéresse énormément d'aller chercher des formes qui sont étonnantes, étranges et qui vont susciter en tout cas la curiosité. Donc par exemple, il y a Brexit Romance qui est écrit en franglais, il y a le rapport de stage comme vous avez dit, Les Facétieuses qui par contre est un essai documenté historique et profondément scientifique. Je me refuse à le qualifier de fausse autobiographique, c'est cette histoire. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que en fait, quand la littérature jeunesse, elle forme des lecteurs et des lectrices, et en réalité, il y a énormément de curiosité formelle, je pense, chez les jeunes lecteurs et lectrices. Et ils sont très tolérants d'expérimentation formelle, beaucoup plus qu'on le croit. Et ils sont, en fait, on dit souvent, oui, mais ils vont être découragés dès le début et tout. C'est pas forcément vrai. Je pense qu'un système formel un peu bizarre doit avoir quand même quelques attractions dès les premières pages pour qu'on s'habitue à ce système. Mais une fois qu'ils s'habituent, ils entrent complètement dedans. Et je pense que c'est visible vraiment dès l'album. Parce que quand vous réfléchissez aux expérimentations méta-fictionnel incroyable qu'il y a dans des albums pour les très jeunes lecteurs. Enfin, quand on voit des livres comme La véritable histoire des 3 petits cochons, par exemple, de John Sieska, où il y a le loup qui parle et là, non mais c'est n'importe quoi, cette histoire des petits cochons, tout le monde me fait porter le chapeau, alors qu'en réalité, je vais vous expliquer moi ce qui s'est vraiment passé et tout. C'est vraiment mais de la métafiction, c'est ce qu'on appelle l'album postmoderne, il est extrêmement complexe en fait ce genre d'album. Les gamins, ils adorent ça, les petits-enfants, ils adorent ça. Et ça continue plus tard en fiction junior et en fiction adolescente, on peut se permettre énormément de choses. Et moi, ça m'intéresse énormément de faire ça parce que je crois vraiment que la littérature jeunesse, c'est une éducation littéraire en soi et que c'est très important d'être exigeant sur ce qu'on donne aux enfants à cet âge-là. D'introduire des concepts très complexes comme le narrateur non fiable, par exemple, qui est vraiment un pilier de notre apprentissage littéraire. En fait, ça s'apprend pas tout seul, c'est pas comme si à 20 ans on était là, ah maintenant je comprends la narration non fiable. En fait, c'est grâce aux livres qui ont présenté des narrateurs non fiables, des narrations non fiables, qu'on apprend à aimer ce genre de choses. Pareil avec les formes super bizarres. Un livre qui est en effet sous forme de rapport de stage, ça prépare aussi à apprécier des formes littéraires différentes et intéressantes. Et je pense qu'il y a un malentendu en littérature jeunesse qui veut qu'il faille écrire des textes assez, entre guillemets, transparents, où on est directement plonger cinématographiquement dans une histoire sans décalage formel. Et moi, je crois vraiment en l'inverse. Je suis un peu une militante de l'écran littéraire formel entre l'histoire et le lecteur et la lectrice. Je pense que c'est très, très formateur. Et d'ailleurs, cette éducation littéraire, elle va même au-delà de la stylistique, même en politique. Hein, vous en parlez, d'ailleurs, vous consacrez tout un chapitre sur la politique en littérature jeunesse, et notamment de la place des sensitive readers et de leur importance dans la représentation des minorités, dans une bonne représentation des minorités. Est-ce que vous avez eu recours à ces sensitive readers pour vos livres récents, par exemple ? Mais justement pour écrire comme une pour ce chapitre en particulier. Oui, c'est j'ai eu une sensitivity reader qui m'a relu tout ce chapitre-là. Mais pas pour mes autres textes, non, jamais. Mais en réalité, ça fait très longtemps que j'ai pas écrit un texte où il y a un héros, une héroïne qui est pas si très similaire à moi, très honnêtement. Mais par contre, j'ai plein d'amis qui le font régulièrement. Bah là, par exemple, je sais pas si vous avez vu Millepertuis de Julia Thévenot, qui a fait relire son texte, elle par Zoé Spartacus, qui est une universitaire, une chercheuse et qui écrit sur le sujet aussi. Ouais, ça arrive souvent. Après, je peux répéter ce que je dis dans le chapitre. Moi, je pense que c'est vraiment une pratique qui est étrangement conspuée ou démonisée, alors qu'en réalité, il s'agit simplement de formaliser et de correctement rémunérer des gens pour un travail qui était réalisé depuis très très longtemps, de toute façon informellement par des tas d'auteurs et d'autrices. Et le fait que ça soit maintenant mis en lumière, pour moi, ça peut que améliorer la création, parce qu'en réalité,
ce que ça fait, je pense, quand on fait appel à un sensitivity reader, une sensitivity reader, la plupart du temps, si c'est bien fait, on peut l'espérer, c'est que ça complexifie un texte plutôt que de le simplifier. C'est-à-dire que les sensitivity readers, d'après ce que j'entends de personnes qui l'ont utilisé en fiction, vont pointer du doigt des moments où justement il pourrait y avoir plus de profondeur, ou plus de texture, ou plus de subtilité dans un portrait, quoi. Et est-ce que vous observez une différence entre l'Angleterre et la France à ce sujet-là, par exemple, parce que, comme vous vivez en Angleterre, peut-être aussi que c'est plus accepté en Angleterre, ou cette pratique, parce que la France est peut-être un peu sensible sur les sujets de littérature classique, de relecture de littérature. Oui, parce qu'en fait, en France, j'ai l'impression, comparé à l'Angleterre, et aux États-Unis surtout, parce que c'est vraiment une pratique américaine à la base, en France, il y a une espèce de truc très étrange, qui est qu'à la fois, on aime beaucoup les éditeurs. Il y a des personnalités d'éditeurs historiques hyper importantes. On connaît les noms des éditeurs. Enfin, je veux dire, on connaît le nom de Gaston Gallimard, par exemple. On connaît le nom, même aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éditeurs. On connaît le nom des grands éditeurs historiques, des maisons d'édition. Et en même temps, il y a une espèce de truc très étrange qui est que on a envie que ces éditeurs, à la fois, ne servent à rien. C'est très, très étonnant. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des gens, par exemple les éditions de Minuit, ou POL, qui ont pu se targuer de ne jamais changer une virgule de ce que font leurs auteurs. Ils acceptent ou ils acceptent pas. Mais ça, je trouve ça très très étonnant, parce qu'à la fois on a des personnalités d'éditeurs, et en même temps on leur refuse un travail éditorial d'intervention sur les textes. Et en littérature jeunesse, qui est une littérature éditorialement hyper interventionniste, hein, les éditeurs ils font énormément d'allers-retours sur les textes, énormément de travail sur les textes. Et ben en fait, on met ça en évidence, le fait qu'un texte d'auteur, il est retravaillé, il y a plein de versions différentes, il y a des commentaires qui viennent s'intercaler, etc. Et il n'y a aucune gloire ou gloriole à dire tel éditeur ne fait jamais d'intervention. Enfin, je dis dans le bouquin, c'est comme si un pédiatre disait « je ne veux voir que des enfants en pleine santé ». Enfin, évidemment qu'un manuscrit, il va être orienté éditorialement. Et en Grande-Bretagne et aux États-Unis, c'est pas comme ça. Il y a quand même beaucoup plus de conscience, je pense, qu'un manuscrit, une fois publié, est très différent de sa première version. Il est passé par plusieurs cribles, celui de l'agent, celui des éditeurs, etc. Il y a aussi l'importance très forte aux États-Unis et en Angleterre, qui encore une fois est très très tabou en France, des autres départements d'une maison d'édition sur un manuscrit. Donc en Grande-Bretagne, par exemple, c'est pas seulement les éditeurs qui peuvent avoir voix au chapitre, mais aussi le département publicité et marketing, le département des droits étrangers, etc., qui peuvent modifier un manuscrit en disant si tu ajoutes des pingouins, ça risque mieux de se vendre je sais pas, en Croatie, si tu ajoutes tel truc ou tel truc, on va pouvoir le marketer de manière différente. Je dis pas que je trouve ça génial, hein, pas du tout, mais ce que je dis, c'est que la notion d'intervention sur un manuscrit, elle est beaucoup plus présente en Grande-Bretagne et aux États-Unis. C'est peut-être pour ça que c'est plus accepté. Et d'ailleurs, en parlant d'édition, vous consacrez aussi toute une dernière partie, on va dire, sur l'édition et sur se dégoter une apicultrice finalement, donc une éditrice. Et donc, en tant qu'autrice, je me doute que vous devez être attachée à vos textes. Comment vous abordez les retours de l'éditrice, le travail de réécriture, et comment faire quand vous n'êtes pas d'accord avec ces remarques ? Oui, je suis attachée à mes textes, mais en fait, je suis très attachée à mes textes tels qu'ils évoluent en partenariat avec les éditeurs. Quand c'est des bons éditeurs ou des bonnes éditrices, la définition d'un bon éditeur ou d'une bonne éditrice, c'est qu'il va faire progresser le texte pour qu'il arrive, d'une certaine manière, à son plein potentiel. C'est-à-dire que c'est ça que je trouve fascinant. Parce que, par exemple, pour prendre le cas d'Ashtand, c'est vraiment un cas très, 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 très évident. Je pense que quand on est auteur-autrice, on se permet pas tout, en fait. On a plein de procédés d'autocensure, de réserves, de trucs. On n'est pas forcément les meilleurs juges, même jamais les meilleurs juges de notre propre texte. Et donc, sur Ashtand, en fait, je résistais beaucoup. J'avais une espèce de réticence à faire un arc narratif, entre guillemets, typique, qui se termine un peu à l'américaine, sur une espèce de grand final. Je ne vais pas m'auto-spoiler parce que c'est un peu bête, mais il y avait une possibilité d'arc narratif qui arrivait vers un grand final très typique de l'arc narratif que j'avais choisi. Et je pense que je résistais presque par snobisme. Genre, on va pas faire ce final-là, il est trop évident, il est trop téléphoné et tout. Et donc du coup, je résistais à ça et je l'ai pas fait dans la première version.
Et mon éditrice, qui se trouve être aussi Juliette, que je n'arrête pas de mentionner, m'a dit, mais pourquoi tu fais pas la fin évidente? Et moi je dis, mais parce que c'est trop évident. Elle me dit, mais c'est pas grave. En fait, il y a plein de choses dans ton livre qui sont pas évidentes. Donc la fin, elle peut tout à fait être évidente. Et on veut ça, le lecteur veut ça, on a envie de cette fin-là. C'est pas grave qu'elle corresponde à l'arc narratif typique, c'est une bonne chose. Et à partir du moment où elle m'a dit ça, il y a un truc libérateur, on se dit mais oui, en fait, je vais pouvoir le faire. Et là, on fait la fin qu'on a toujours voulu faire en réalité dans son fort intérieur. Et en effet, c'est la bonne fin, c'est la vraie fin, c'est celle qu'il fallait. Et ça, cette version-là du texte, j'y suis très attachée. Alors que la première version du texte, franchement, j'y suis pas du tout attachée. Elle est vraiment pas bien. Et parfois, on n'est pas d'accord avec les éditeurs et les éditrices. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des fois, on dit, bah non, en fait, moi, j'ai pas envie de faire ça. Et la plupart du temps, si on a des vrais arguments, bah, les éditeurs, ils peuvent l'entendre. Ça, c'est pas du tout un problème. Et ça dépend. Il y a des personnalités d'éditeurs qui vont être plus résistants que d'autres. Mais la plupart du temps, si on dit, bah non, mais en fait, moi, je veux pas qu'on fasse ça, bah, ils vont accepter, hein, au bout du compte. Et moi, ça me préoccupe beaucoup quand même, quand ils me disent, bah non, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse ça. Je me pose quand même beaucoup la question, mais c'est qu'ils doivent voir quelque chose qui est important quand même. Et dans ce processus aussi d'édition, il y a aussi le choix de la couverture qui est très importante. Et est-ce que là, on se demandait, est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous arrivez en disant, je veux ça? Non, jamais. Bah, moi aussi, j'ai plein d'avis, mais ils sont jamais suivis. Parce que le problème, c'est que là, pour le coup, les éditeurs, ils disent qu'ils savent mieux que nous. C'est souvent vrai. Pas toujours, mais en fait c'est leur produit éditorial, quoi. Et ils sentent des tendances aussi, ils ont une vision, ils ont aussi une vision aussi globale de collection. C'est aussi par exemple une couverture dans la collection Exprime, elle va avoir une certaine identité graphique. Ils sont hyper conscients de ce genre de dynamique. Écrire comme une abeille, par exemple, c'est vraiment un même modèle que le livre de Sophie van der Linden sur la littérature jeunesse qui est dans la même collection. Si vous mettez les deux à côté, on dirait vraiment qu'elles sont sœurs, quoi. C'est couverture. J'ai parfois des petites victoires. Par exemple, Carambolange, qui est juste là, celui-là. Et ben, en fait, c'est une superbe couverture de Églantine Keulemans, qui est comme ça. Bon, le dessin est super. Mais la première version, il m'avait collé des nuages roses. Et alors là, franchement, là, j'aurais dit, non, mais c'est complètement idiotissime que pour une fois que je fais un bouquin avec un ange androgyne, c'est un ange, elle n'a pas de genre, que le bouquin c'est un livre d'aventure avec une voiture qui va dans la mythologie grecque, dans les enfers et tout, vous me collez des nuages roses. Nous savons que les garçons n'achèteront pas une couverture avec des nuages roses. C'est triste, je suis la première à le regretter, mais c'est la vérité. Pourquoi est-ce que vous me collez des nuages roses, quoi? Et là, j'ai poussé mon petit coup de gueule et ils me les ont changés, ils m'ont mis des nuages turquoise. Voilà. C'est un peu la seule fois où j'ai eu une victoire de couverture, me semble-t-il. Mais le reste du temps, non, c'est eux qui décident. Vous les aimez un peu quand même? Les couvertures? Oui. Ça dépend. Ouais, honnêtement, ça dépend vachement. Hein. Il y a des fois, je les trouve vraiment très bof. Après, je vais pas vous dire, celle-là, je l'aime beaucoup, celle-là, je l'aime pas. Mais parfois, je préfère largement les éditions étrangères, par exemple. Je les trouve trop belles. Par exemple, j'adore l'édition russe et l'édition polonaise des Petites Reines. Je les trouve magnifiques. Elles sont vraiment très belles. Et je les préfère à la version française parce qu'elles ont des vraies personnes dessus. Quand on voit les personnages dessus. J'aime beaucoup la version française. Elle est très chouette. Mais je trouve que la version polonaise et la version russe sont vraiment géniales. Non, j'aime pas toujours les couvertures. Non. Mais après, je vais pas dire ah, tu l'as acheté malgré cette couverture horrible. Bonjour, moi j'aimerais bien savoir quel est votre processus d'écriture. Comment vous viennent les idées? Est-ce que en général c'est un sujet dont vous avez particulièrement envie de parler? En fait, c'est assez mystérieux la manière dont viennent les idées parce que je pense que c'est un mélange très bizarre. J'en parle un peu dans le bouquin de trucs qui tournent depuis très longtemps. La manière dont je le perçois, c'est presque, tu vois, physiquement, comme s'il y avait des espèces de satellites d'idées qui tournent, certaines depuis hyper longtemps, et certaines, c'est des tout petits éléments, un objet que je voudrais placer, un truc comme ça. Certaines, c'est des grands thèmes, certaines, c'est plutôt des idées d'intrigue. Et il y en a d'autres qui viennent s'additionner, et parfois, elles sont tout de suite utilisées, ou parfois, pas du tout. Et parfois, il y en a une nouvelle qui arrive, et qui va se catalyser avec une autre, et qui tout à coup va créer une idée. Mais par exemple, pour donner un exemple concret,
Les facétieuses, donc les facétieuses, c'est l'essai donc rigoureusement documenté comme je disais, c'est une histoire de Marraine la Bonne Fée, et ça part du principe que les Marraines la Bonne Fée ont vraiment existé, mais que malheureusement à la Révolution française, suite à l'abolition des privilèges, elles se sont fait couper la tête, ou alors elles ont perdu leur pouvoir magique. Voilà. Et donc notre valeureuse enquêtrice va enquêter sur l'une d'entre elles, l'une des Marraines la Bonne Fée, la Marraine la Bonne Fée du petit prince Louis XVII, mort pourrissant dans un cachot de la prison du Temple. Et en fait, cette histoire-là, ça faisait très longtemps que j'avais dans l'idée de faire un truc sur les Marraines la Bonne Fée. Je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant, mais évidemment, je l'imaginais plutôt comme un traitement junior, parce que c'est un personnage de conte. Et donc, je me disais vaguement, je vais faire un truc sur une école de Marraine la Bonne Fée, mais en fait, je le faisais pas. Et c'est très significatif. Quand une idée tourne depuis longtemps et qu'elle n'est pas faite, c'est qu'elle est pas vraiment appelée à être faite. Il y a un truc darwinien, en fait. Elle est là, mais elle n'est pas trop forte. Et en réalité, là, cette idée de Marraine la Bonne Fée s'est catalysée avec un projet que j'avais en cours, qui était un projet, pour le coup, d'essai autobiographique, pour le coup. Et cet essai que j'étais en train d'écrire me faisait réfléchir beaucoup à la question d'autofiction. Ce qui est vrai, ce qui est faux dans l'autofiction, etc. Et là, il s'est passé une espèce de truc où les deux idées se sont mises ensemble. Autofiction, Marraine la Bonne Fée, et donc écrire une... Bon, j'autorise cette fois l'utilisation de fausse autofiction, parce que c'est vraiment pour répondre à cette question, sur les Marraines la Bonne Fée. Et c'est comme ça que cette forme est venue. Et donc ça peut être vraiment comme ça, des idées qui tournent depuis très longtemps, qui viennent s'agglutiner à une nouvelle. Et il y en a qui peuvent être liées à l'actualité, il y en a d'autres qui peuvent être liées à des tonnes de choses. C'est très difficile à dire pourquoi à tel moment il se passe quelque chose de cette nature-là. Alors bonjour. Je ne vais pas vous demander votre poids ou votre fromage préféré. Spoil, c'est dans le livre. Ah d'accord. Je vous rassure. J'ai oublié, je l'ai écrit, hein, promis. Alors, moi je voulais savoir les playlists qu'on peut trouver sur le côté. Pourquoi? Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce qu'il faut écouter la playlist pendant qu'on lit votre roman? Non mais ça c'est un truc, c'est typiquement ce qu'on appelle une contrainte d'éditeur. En fait, c'est une contrainte de collection. Dans la collection Exprime, mon éditeur, le fondateur de la collection Exprime, il s'appelle Thibaut Bérard, il a décidé qu'il fallait une playlist au début de chacun des romans. Or, moi je trouve ça super étrange. Au début, je trouvais ça hyper étrange parce que non seulement j'écoute pas de musique pendant que j'écris mon livre, parce que sinon j'arrive pas à me concentrer sur le livre par définition. Quelques petites nuances, j'ai quand même pas mal écouté de Françoise Hardy pendant que j'écrivais le bouquin, et aussi d'Eugène Onegin pendant que j'écrivais Songe à la douceur, à certains moments. Vraiment mais en général je le fais pas. Et puis aussi je n'écoute pas de musique quand je lis des livres, parce que sinon t'arrives pas à te concentrer. Mais il y a des gens qui le font. Par exemple Séverine Vidal, qui est une autrice jeunesse, une amie, elle écoute systématiquement de la musique, et ses playlists c'est des vraies playlists qu'elle écoutait pendant l'écriture du livre. Donc moi en général je le prends plutôt, alors pas à la rigolade, mais parfois, je fais des petits cadavres exquis. Parfois, quand on lit les titres des playlists, ça fait des petits cadavres exquis qui sont liés au texte. Ou parfois, comme dans Âge tendre, c'est que de la chanson yéyé française féminine des années 60-70, c'est-à-dire la meilleure musique du monde. Et je me disais qu'il fallait que je partage ça plus généralement avec la planète entière. Donc voilà, ça dépend un peu des fois. Je crois que dans Les Facétieuses, il y a beaucoup de chansons qui sont liées aux Marraines la Bonne Fée, aux contes de fées, ce genre de choses-là. Je m'amuse un petit peu avec ça. Mais c'est toujours à la dernière minute, et puis l'éditeur me dit « Ah, au fait, il faut de la playlist ». Moi, je suis « Ah, quelle horreur, il faut que je fasse la playlist ». Ça me barbe assez souvent, je veux dire. Alors, bonjour. Je vois dans votre travail qu'il y a une certaine démarche politique, et j'aurais aimé savoir si vous vous considérez comme une pionnière dans le fait de mettre en valeur la littérature jeunesse, parce que vous êtes quand même très jeune, et même parmi les plus anciens auteurs ou même éditeurs, je n'ai pas vu autant de personnes qui accordaient autant d'importance à la littérature jeunesse et aux enfants en général. C'est très gentil. Alors, pionnière, je ne me qualifierais pas comme ça, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont beaucoup parlé de l'importance de la littérature jeunesse avant moi. Ça paraît. C'est vrai. Mais enfin, en tout cas, je suis très touchée que vous pensiez ça. Je pense que, alors, le côté politique, j'aime bien que vous appeliez ça politique, parce que je pense en effet qu'il y a quelque chose de politiquement radical à dire que la littérature jeunesse fait partie de l'éducation littéraire. Ça a déjà été dit, mais je pense qu'il faut le redire. Pour moi, le problème de la littérature jeunesse, souvent, c'est que c'est considéré comme... Alors, soit comme simplement, entre guillemets, de la lecture plaisir, et c'est très important évidemment de trouver du plaisir dans la lecture, évidemment. Ou alors c'est considéré comme une manière d'aborder des thèmes, vous voyez. C'est-à-dire que quand on utilise la littérature jeunesse à l'école, on va dire
alors on va le faire en lecture cursive, entre guillemets, tu lis ça, c'est bien, ça te fait plaisir. Ou alors, on va étudier les petites reines pour le thème du harcèlement, vous voyez. Mais c'est bien de faire ça, c'est très bien, mais moi, ce que je revendique, et je pense que c'est politique, enfin du moins je trouve que ça a un rapport avec la vie en société en général, c'est que la littérature jeunesse peut et doit être étudiée comme œuvre littéraire qui introduit en fait à tous les plus grands processus et dispositifs littéraires qu'on peut imaginer. Et donc d'étudier un texte de littérature jeunesse dans le but de parler, je sais pas, n'importe quoi, de genre littéraire, de stylistique, de forme, de narration, etc. C'est très 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 important et ça allie d'une certaine manière ce côté lecture plaisir au côté éducation littéraire. Donc ça, je trouve ça très, très essentiel. Il y a un deuxième aspect qui est la démocratisation de la lecture et de la littérature. Je pense que c'est très... je milite beaucoup pour la lecture à voix haute. Je suis actuellement marraine des petits champions de la lecture. Ça fait longtemps. Daniel Pénac le disait déjà dans les années 80, que c'est très important de lire à voix haute, mais je pense que il y a quelque chose dans le fait d'être de raconter des histoires qui est immédiatement n'importe qui, n'importe quel enfant et la plupart des adolescents vont être happés par le fait qu'on leur raconte une histoire à voix haute. Et même en racontant une histoire à voix haute, en lisant une histoire à voix haute, on peut ensuite s'attarder aussi sur des processus véritablement littéraires. Et ça me semble très essentiel, de comprendre ces plaisirs littéraires, pas seulement de les éprouver, mais aussi de comprendre à quoi ils sont connectés dans un texte. C'est-à-dire, hier par exemple, j'étais en lycée toute la journée pour faire des interventions, des rencontres scolaires, et donc on lisait des textes, et j'encourageais beaucoup les lycéens à dire, pas seulement ça m'a plu ou j'ai ressenti des émotions, mais où, pourquoi, quel moment du texte, qu'est-ce qui s'est passé dans le texte. Souvent, on le fait de manière inverse, c'est-à-dire qu'on dit, je sais pas, une allitération, ça vise à faire qu'à la lecture, on ait l'impression que ça fasse comme un serpent, par exemple. Mais en réalité, il faudrait presque se prendre à l'inverse, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que tu as ressenti que c'était un petit peu... que le texte avait l'air un peu mesquin, rusé, on peut utiliser du vocabulaire hyper basique, quoi. Où est-ce que dans le texte, tu as ressenti ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que le langage a fait pour te faire ressentir ça ? Et moi, je milite assez pour une éducation littéraire qui prendrait vraiment en compte les affects, mais les lirait constamment au texte, à la matière littéraire du texte. Et pour moi, c'est l'objectif d'une éducation littéraire, et aussi d'une éducation littéraire aussi vaste que possible, qui s'adresse à tout le monde. C'était une réponse un peu brouillon, mais voilà, oui, je suis d'accord qu'il y a un côté radical, du moins, à ce genre de message. J'espère qu'il est entendu souvent. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Comment prenez-vous en compte la diversité et l'inclusion dans votre écriture ? Alors, pour moi, il y a plusieurs manières qui sont... en fait, le terme même de diversité, il est hyper compliqué. Parce que diversité, ça peut vouloir dire... Par exemple, si on prend les listes des albums actuels qui sont nominés pour le Carnegie, qui est le plus grand... pour le Carnegie Greenaway, qui est la plus grande médaille des albums jeunesse en Grande-Bretagne, on voit qu'il y a eu très visiblement ces dernières années une augmentation de ce qu'on appellerait la diversité, dans le sens où, si on compte... statistiquement, le nombre d'enfants non blancs, par exemple, dans ces albums-là, elle a explosé. Ce nombre a explosé. Mais cette diversité-là, ce qui est très important, c'est de se demander, est-ce que c'est une diversité qui va aussi rendre compte d'une diversité d'expérience, ou est-ce que ça va simplement être une diversité visuelle ? Et pour moi, les deux sont hyper essentiels, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'on dit sur l'idée de diversité de surface. En réalité, c'est très important de voir une diversité visuellement dans les albums, par exemple, ou d'avoir des textes pour ados qui vont montrer des enfants de tout un tas ou des adolescents de tout un tas de milieux culturels, sociaux, ethniques, etc. Mais c'est aussi très important d'avoir des livres qui représentent aussi des expériences vécues de manière la plus juste possible. Et pour moi, ces deux choses-là sont différentes, parce que à ce moment-là, dans le deuxième cas, pour représenter vraiment avec justesse une diversité d'expériences vécues, je crois quand même que c'est important que ce soit des personnes qui sont, alors on dit directement concernées, qui les écrivent. Et pour ça, moi, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire individuellement, autre que soutenir des livres qui le font, encourager éditorialement ce genre de choses. Alors que pour le premier type de diversité, qui est aussi important, bien sûr, qui est une question de diversité entre guillemets de surface, ça, tous les auteurs peuvent le faire d'une manière ou d'une autre. Mais
je pense quand même qu'il y a un travail à faire au niveau des éditeurs. Par exemple, en Angleterre, ce qui peut fonctionner, c'est des appels à manuscrits de la part des éditeurs ou des concours qui soient spécifiquement pour des personnes non publiées, qui sont, et alors après, ils peuvent mettre toutes les catégories qu'ils veulent, par exemple, de personnes en situation de handicap ou de personnes qui ont des manuscrits Own Voices, etc. Mais en France, ça pour l'instant, on ne voit pas trop ça apparaître. Et je pense il faudrait parce que nous, on est un groupe d'auteurs jeunesse en France hyper homogène, hyper homogène. Donc c'est certain. Il y en a qui s'en rendent compte, il y en a d'autres qui disent mais c'est pas grave, on peut écrire sur n'importe quoi. Moi, je serais plus en disant non, pas toujours quand même. Bonjour. Bonjour. Pour continuer sur la question de la diversité, j'ai pu remarquer, je crois que vous l'assumez d'ailleurs, que Valentin, dans Âge tendre, est hypersensible. Et je me demandais comment vous l'aviez construit, son personnage, et pourquoi. C'est marrant, Valentin, parce que, en fait, je l'ai relu là récemment, Âge tendre, parce qu'on fait une adaptation musicale, théâtrale et tout. Et en fait, parce que quand le livre est sorti, des tas de gens le diagnostiquaient sauvagement, selon moi, en disant voilà, Valentin, un enfant autiste, machin, un enfant hypersensible et tout. Puis moi, je disais mais arrêtez de diagnostiquer mon Valentin, c'est mon Valentin, arrêtez de dire ça. Et en fait, en relisant, je disais ah ouais, quand même. Mais Valentin, il est très tiré de mes propres expériences d'hyperanxiété du début de la vingtaine, en gros entre 20 et 22 ans. Où j'ai fait une thérapie comportementale. Tous les exercices qu'il fait de maîtrise de crise de panique, c'est des exercices que je connais par cœur pour les avoir fait de très très nombreuses fois. Ou alors de noter ses anxiétés, ses machins, ces trucs. Donc je m'inspirais beaucoup de ces expériences-là. Pour moi, c'est pas pas autant hypersensible qu'un hyper anxieux. Il a vraiment des anxiétés sociales, il a des phobies, des phobies particulières qui pour moi étaient les miennes. Mais c'est vrai qu'à la relecture, ça m'a frappé que quand même, il est vraiment très neuroatypique et je pense que je me rendais pas du tout compte quand je l'écrivais. Donc ça montre aussi comment on n'est pas forcément les meilleurs juges de nos personnages. Moi, Valentin, c'est vraiment... Âge tendre, c'est vraiment mon chéri de tous mes livres. C'est celui qui m'est le plus proche de plein de manières, je pense. Et Valentin a été extrêmement facile à écrire pour moi. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai compris que la forme, c'était du rapport de stage, et ça se déroulait tout seul. D'ailleurs, on en a pas mal coupé et il est assez long, ce bouquin. Je pense que parfois, on a une espèce de résonance avec un héros et là, clairement, mon histoire personnelle allait résonner avec la sienne, même si, de fait, à la relecture, j'ai remarqué qu'il était en effet très différent de moi. Mais ce qui est rigolo, c'est que un an plus tard, j'ai retrouvé mon propre rapport de stage de 3e. Et il ressemblait vachement à Âge tendre. C'est super bizarre. C'était genre, je suis ensuite allée au département de graphisme et de machin truc. C'était très intéressant car les graphistes ont un travail et avec des trucs qui se déroulaient. Et c'était vraiment du Valentin. Donc voilà, je pense qu'il y a un truc qui s'est fait inconsciemment là. Bonjour. Alors j'avais une question. Au début, vous avez parlé des ressemblances notamment entre la littérature jeunesse et la littérature adulte. En ce qui concerne les thématiques qui peuvent être complexes dans les deux cas. Je voulais savoir si pour vous, est-ce qu'un adulte peut réussir à se replonger dans la littérature jeunesse ou est-ce qu'il doit adopter une forme entre guillemets, de rééducation pour pouvoir la réapprécier ? Alors, l'objet du bouquin, d'une certaine manière, c'est de proposer des pistes pour relire la littérature jeunesse en tant qu'adulte. Mais évidemment, il y a plein d'adultes qui ont la sensibilité de le faire intuitivement, évidemment, comme toute littérature. Mais je pense qu'il y a un peu une erreur quand on parle de littérature jeunesse à l'âge adulte, qui est qu'il faudrait se replonger en enfance ou se reconnecter à son enfant intérieur, qui pour moi est une entreprise qui est assez illusoire. En fait, on peut pas faire ça, on peut pas redevenir enfant, on peut pas tout à coup effacer toutes les années d'expérience qu'on a. Par contre, si on considère l'enfance comme une espèce de concept flottant, qui a sa propre intuition de la vie, ses propres expériences de la vie, on le voit que de temps en temps on se sent enfantin. Donc par exemple, il y a des expériences comme l'émerveillement, il y a des expériences comme la nouveauté, il y a des expériences comme la curiosité, qui sont très fréquentes quand on est enfant, par définition, puisqu'on découvre le monde et qu'on s'en émerveille, qui le sont beaucoup moins quand on est adulte, parce qu'on a déjà découvert beaucoup du monde et qu'on s'en émerveille beaucoup moins. Mais du coup, quand on ressent ces sentiments-là à l'âge adulte,
on a l'impression de retomber en enfance. Alors qu'en réalité, c'est parce que c'est des sentiments, des émotions qui sont très présentes quand on est enfant, et quand on les retrouve à l'âge adulte, on les a à nouveau. Une autre grande expérience, c'est celle de l'amour. C'est-à-dire que quand on est ado et qu'on s'éveille à l'amour, à la sensualité, etc., c'est un truc qui est quasiment constant dans nos vies. Tous les jours, on va avoir cette espèce de sentiment-là. Ce qui fait que bien plus tard, si on retrouve à l'âge adulte une expérience amoureuse, par exemple, on peut avoir l'impression, on peut dire ah là là, j'ai l'impression d'être un adolescent. Mais on n'a pas l'impression d'être un adolescent, c'est simplement que la dernière fois qu'on a ressenti quelque chose d'aussi fort, c'était il y a si longtemps. Et si on perçoit l'enfance et l'adolescence comme ces sortes de concepts flottants, là, on comprend beaucoup mieux comment la littérature jeunesse peut être pertinente à l'âge adulte. C'est-à-dire que la littérature jeunesse va réoffrir à l'âge adulte des manières d'appréhender le monde différemment, d'une manière qui est plus enfantine ou plus adolescente. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui trouvent énormément de joie ou de bonheur à lire de la littérature jeunesse ou adolescente quand ils sont adultes. C'est pas parce qu'ils retombent en enfance, c'est parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rafraîchi ce genre d'émotion et d'appréhension du monde qui est celle de la littérature jeunesse et de la littérature adolescente. Et oui, je pense que ça peut séduire aussi, parce que il y a une forme de simplicité de la littérature jeunesse qui n'est pas évidente en fait à l'âge adulte. On a l'impression que c'est simpliste, alors que c'est pas du tout simpliste, c'est juste simple. Et la simplicité, c'est bien, c'est quelque chose à encourager. Et ça peut être, je pense qu'on peut le réapprendre à l'âge adulte, à comprendre cette simplicité littéraire-là. Bonjour. Du coup, moi je me demandais, comme vous avez écrit, vous avez procédé à quelques réécritures, je pense notamment au conte du joueur de flûte. Je me demandais comment on abordait ce processus créatif qui est un peu particulier, comment on en venait à choisir de réécrire un texte ou de se réapproprier un texte, et comment on aborde la notion de fidélité aussi au texte source. Ouais, et en fait, c'est vraiment un gros aspect de mon travail. Je m'en aperçois de plus en plus que je suis très, très portée vers les réécritures. Il y a une joueuse de flûte, mais il y a aussi Songe à la douceur, qui est une réécriture de Jeanne Onegin, Brexit Romance, dans une large mesure, une réécriture d'Emma, d'Austin, qui sert d'exergue, La Décomposée, qui est mon roman adulte, qui est une réécriture de Baudelaire. Et là, dans mes prochains projets, il y en a vraiment qui sont de l'ordre de la réécriture aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui vient mais qui est aussi visible d'une certaine manière dans Écrire comme une abeille. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est vraiment un processus métabolique, quoi. Il y a un truc qui est de l'ordre de la digestion de textes qui me frappent, qui sont importants pour moi, pour en faire quelque chose d'autre. Mais en fait, c'est vraiment une expérience très, très commune en littérature, d'une certaine manière. Il y a plein d'auteurs qui font ça. Ça fait partie de l'angoisse de l'influence dont parle Harold Bloom, cette espèce d'anxiété d'avoir digéré des choses et d'en faire quelque chose d'autre. Et puis moi, ça m'intéresse particulièrement quand on y réfléchit pour un nouveau lectorat, un lectorat enfantin, etc. Donc ça se marie à des réflexions plus générales sur l'âge adulte et l'enfance. La fidélité, ça me préoccupe pas du tout. Alors ça, c'est marrant, mais c'est vraiment un truc, je m'en fiche totalement en fait. C'est vrai que, et ça m'a vachement frappée pour Songe à la douceur, parce que j'y avais même pas réfléchi jusqu'à ce que Songe à la douceur sorte en russe et que je sois invitée à aller en Russie parler de ce texte, qui est quand même une réécriture de leur texte national, leur monument national, Eugène Onegin. Et je veux dire, je parle russe un peu, j'ai étudié Eugène Onegin, je le sais que ça a cette place-là pour l'imaginaire russe. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, et puis que mon éditrice, elle me disait, alors voilà, tu vas voir, on va te poser beaucoup de questions sur comment oses-tu réécrire Pouchkine, et machin. Ah ouais. C'est vrai que finalement, quand on y pense, mais c'est marrant, ça m'avait même pas effleuré que ça puisse faire objet ça peut être à controverse entre guillemets, et on a eu beaucoup de discussions très intéressantes, notamment sur la fameuse lettre de Tatiana à Eugène, qui est en soi un monument de la littérature russe. Et moi, c'est genre, Eugène, ça va? Ouais, je te kiffe. Enfin, j'exagère, mais bon, voilà quoi. La traductrice russe a énormément formalisé cette lettre de Tatiana à Eugène, parce que mon éditrice m'a dit, d'un point de vue russe, c'est illisible une lettre aussi familière de Tatiana à Eugène, étant donné le côté mythique de cette lettre dans la version de Pouchkine. Mais moi, ça m'avait même pas effleuré l'esprit. Je pars du principe que si quelqu'un est mort depuis longtemps et qui fait partie du canon, évidemment, j'irai pas réécrire n'importe quel texte. Encore une fois, il y a des questions de diversité à l'œuvre. Hein. Voilà, c'est pas pareil de réécrire Le joueur de flûte de Hamelin ou même Jeanne Onegin. Je ferais pas ça pour tous les textes. Mais ouais, non, mais c'est fair game. Si t'es dans le domaine public, moi, je te réécris, y a pas de problème. Hein. Bonjour. Bonjour.
Alors, au début, vous nous avez donné quelques raisons pour lesquelles vous étiez intéressé par la littérature de jeunesse. Et vous avez dit aussi que vous arrivez parfois de recevoir des mails où des gens vous demandent des recommandations, des conseils, tout ça, et que ça vous pousse aussi à écrire parfois. Et puis, l'une de mes camarades a demandé aussi comment est-ce que vous concevez vos idées. Et vous avez dit que c'est des idées qui sont peut-être enfouies dans votre tête depuis, des idées qui viennent pêle-mêle comme ça. Alors moi, je voudrais vous demander, est-ce que chacun de vos livres poursuit un but ou un objectif? C'est-à-dire, est-ce que vous écrivez parce que vous sentez, vous avez observé un phénomène ou quelque chose qui concerne la jeunesse et vous décidez d'écrire parce qu'à la base, un auteur écrit, bon, je ne sais pas, pour dénoncer, pour informer, pour enseigner, je ne sais pas trop. Du coup, est-ce que chacun de vos livres poursuit un objectif ou bien vous écrivez juste parce que vous avez une inspiration, parce que vous avez une idée? Merci. Ouais, c'est compliqué comme question. Je pense que quand j'étais plus jeune, au début, j'avais une très forte ambition de, alors peut-être pas de message, mais d'avoir un impact social, politique, machin. Et maintenant, c'est beaucoup moins le cas quand même. Et je dois dire que maintenant, mais en fait, on en revient à, je sais plus quelle question, pardon, je suis désolée, je crois que c'était la vôtre, de la question plus littéraire. Je suis quand même très animée par la vision que mes textes, j'espère, servent littérairement, voilà, qui vont faire quelque chose d'intéressant au niveau formel ou au niveau stylistique, au niveau littéraire, qui va être une étape, mais beaucoup moins en termes de, entre guillemets, message. Je me méfie plus de ça, alors que c'était très important. Je le faisais de manière assez naïve, en fait, il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, je m'en méfie un peu plus. Par contre, ce qui est très important pour moi, c'est que les livres, comment dire, est une espèce de raison d'être. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient quand même accrochés, entre guillemets, accrochés au cœur, si vous voyez ce que je veux dire. En littérature jeunesse, c'est de plus en plus le cas pour moi. En littérature jeunesse, on a vraiment un gros problème de surproduction. Et je sais que c'est ironique de dire ça parce que je produis énormément, mais en réalité, je produis beaucoup moins que énormément de mes confrères et de consoeurs, parce que c'est un art qui est vu comme très facilement obsolète, et je trouve à tort. Parce qu'on sait qu'en fait, il y a plein de livres pour enfants et même pour adolescents qui continuent à être des classiques 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Mais on a pris comme conception que c'est un art qui est très obsolète parce que le lectorat grandit, change, etc., etc. Comme si les adultes, eux, ne changeaient pas. C'est la même chose d'être un adulte maintenant qu'en 1954. Enfin bref. Et donc, je me questionne beaucoup sur la nécessité de chaque projet. Et là, par exemple, ces derniers temps, j'écris très peu, vraiment très peu. Mon prochain roman ado, a priori, il sortira que dans 2 ou 3 ans. J'ai un projet de série junior qui me tient énormément à cœur, sur lequel je concentre toute mon attention. J'ai fait très peu de choses en fait récemment, depuis Écrire comme une abeille et même depuis Les Facétieuses, parce que de plus en plus je m'interroge sur la nécessité de chaque projet et il faut vraiment que je le ressente de manière très profonde pour le faire. C'était déjà le cas pour tous mes romans ados, très honnêtement, hein. Il n'y a aucun de mes romans ados que j'enlèverais d'une certaine manière de mon parcours personnel en tout cas, mais ça a pu être moins le cas pour certains projets que j'ai acceptés avec des éditeurs, voilà, qui m'étaient moins nécessaires. Donc je dirais que c'est ça, c'est-à-dire que je veux bien qu'un texte que certaines personnes ne considèrent pas nécessaire à la littérature générale, mais en tout cas moi, s'il n'est pas nécessaire pour moi de le faire, j'estime que c'est pas la peine de s'y mettre. Bonjour. Du coup, on a vu que vous avez travaillé avec beaucoup de maisons d'édition, Sarbacane, Gallimard Jeunesse, etc. Et j'aimerais bien savoir s'il y a des différences. Je ne sais pas si on vous donne des consignes spécifiques selon les maisons d'édition, les éditeurs. Ouais, il y a des grosses différences, c'est sûr. Sarbacane, par exemple, a une très forte politique d'auteur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'une espèce de lien très fort entre l'éditeur, les auteurs. C'est une maison d'édition qui est assez, entre guillemets, possessive avec ses auteurs. Donc moi, je fais très peu d'écart avec Sarbacane sur des... En fait, jamais je publie ailleurs des choses que je pourrais publier chez Sarbacane, en général. Donc, par exemple, j'ai aucun roman ado chez un autre éditeur. En junior, il faudra vraiment que ça soit très différent de la collection Pépix ou des collections existantes pour que je le fasse ailleurs. Et ça reste vraiment ma maison principale et première. Et j'ai avec eux un lien qui est très fort littéralement, mais aussi affectivement, etc. C'est vraiment la politique de l'auteur maison, entre guillemets. Et les autres maisons d'édition, elles ont toutes leur fonctionnement particulier. Je pense notamment aux maisons d'édition qui me publient, par exemple, la mythologie. Là, je crois qu'il y en a quelques-uns ici.
Il y a Icare, par exemple, celui-là. Alors ça, typiquement, c'est une collection qui s'appelle Mythologie et compagnie, qui est très calibrée. C'est des premières lectures, c'est pour les juniors. Donc là, on va avoir un calibrage, comme on dit, qui est très strict. Il ne faut pas dépasser un certain nombre de signes par chapitre, pas dépasser un certain nombre de chapitres. Et après, le texte est relu, corrigé de manière très spécifique pour s'adapter à un lectorat en particulier. Et donc voilà, il faut accepter ces impératifs de collection quand on fait ce genre de texte. Par exemple, dans Mythologie et compagnie, on n'a pas le droit de dévier de certaines écritures acceptées des mythes grecs en particulier. Donc on n'a pas le droit, par exemple, je voulais faire rentrer Ariane dans le labyrinthe, mais ça on n'a pas le droit, parce qu'en fait elle n'est pas dans la vraie version historique et scientifique, elle n'est pas entrée dans le labyrinthe pour voir le Minotaure, paraît-il. Donc voilà, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses-là. Alors que peut-être pour une autre maison d'édition, dans un autre but, on pourrait faire que Ariane, c'est elle qui entre dans le labyrinthe et même qui tue le Minotaure, ou au contraire qui décide de tuer aucun animal n'a été blessé pendant cette œuvre. Mais voilà, là on ne pouvait pas faire ça. Donc ça, il faut s'y plier. Et même si je travaille avec beaucoup de maisons, voilà, ça reste quand même Sarbacane, ma maison principale. C'est une question qu'on pose souvent à nos invités dans les rencontres texto, si tu as des conseils de lecture à donner aux étudiants et aux étudiantes, pas uniquement en littérature jeunesse, en littérature en général. C'est horrible cette question. Ah pardon. Non mais alors. J'en ai tellement. Est-ce que vous avez 1000 ans? Oui. Alors, c'est-à-dire que moi, mes conseils de lecture, je les mets beaucoup sur Instagram, sur @Clémentine Bleu, la fille qui se fait de la pub à elle-même. Mais de fait, j'ai commencé à faire ça de mes chroniques de lecture parce que je suis très éclectique dans mes goûts de lectrice, donc je mets des avis sur un peu tout. Alors, c'est marrant, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt de la... Enfin, c'est peut-être parce que j'étais à Montreuil ces derniers temps. Et le Montreuil, on oublie souvent que c'est le salon de la littérature de la presse jeunesse. Et je suis une très grosse fan de Topo, par exemple, qui est un magazine pour ados en forme de BD. Je suis une grande lectrice de BD. Mais en fait, ça me fait penser plus généralement qu'on oublie souvent la presse jeunesse quand on étudie la littérature jeunesse. Pardon, je sais que c'est pas forcément des recommandations de littérature jeunesse, mais je pense souvent à la littérature jeunesse, c'est un peu une monomanie dans ma tête. Et donc, j'encourage beaucoup à aller voir ce qui se passe en presse. Donc là, c'est Topo qui me vient à l'esprit, en réalité, d'aller voir un peu ce que lisent les ados quand ils reçoivent des exemplaires chez eux ou quand ils vont à la bibliothèque et qu'ils lisent les magazines qui sont là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on déclare non lecteurs qui lisent en fait beaucoup de presse et de documentaires. Et voilà, aller voir ce qui se passe dans Topo, je trouve ça d'autant plus intéressant qu'ils sont très très connectés aux nouvelles tendances vraiment qui concernent les ados actuels. Ils sont vraiment très forts, je trouve, pour sentir ça. Ils le sentent bien avant les livres jeunesse, me semble-t-il, pour le lire depuis longtemps. Donc ça serait ça ma petite recommandation du jour. Bon, il faut malheureusement qu'on arrête là. Et merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions. Et puis merci à vous deux pour les questions et les lectures, et à Mathilde et à vous tous d'être venus aujourd'hui.